Chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau avec vous et maintenant c'est l'heure de vous présenter notre deuxième invité. C'est Ali John Aripov, spécialiste du département de développement stratégique et classement international à l'Université nationale de l'Ouzbékistan. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Merci d'être venu. Merci pour m'inviter. Parlez-nous s'il vous plaît un peu de vous, de votre biographie, de votre famille, où vous êtes né, où vous avez fait vos études, etc. D'accord. Comme vous avez dit, je suis Ali John Aripov. Je suis originaire de Tashkent et ma famille se compose de 3 personnes et je suis enfant unique. Et actuellement, je travaille en tant que spécialiste dans le département des relations internationales de l'Université nationale d'Ouzbékistan. Et c'est à quel âge avez-vous commencé à apprendre le français? C'était une école spécialisée dans le français? C'était votre propre désir ou peut-être c'était la volonté de vos parents qui ont fait le choix pour vous? Comme l'école Saint-Quentin n'était pas loin de notre maison, mes parents ont décidé de me donner dans cette école. Et comme ça, j'ai commencé à apprendre le français depuis l'école primaire. Et dans cette école, vous savez que c'est obligatoire d'apprendre le français. Comme ça, je n'avais pas le choix d'apprendre une autre langue. Oui, c'est une école qui est très connue parce qu'on peut dire que tous les élèves qui ont terminé cette école, ils ont poursuivi leurs études universitaires, soit à la faculté de la philologie française, soit à l'Université des langues du monde, où ils ont choisi vraiment l'apprentissage de linguistique. Et parlez-nous s'il vous plaît un peu plus en détail de votre école, parce que peut-être de vos amis aussi qui l'ont terminé et qui ont, si le français il est bien présent dans leur vie ou non. D'accord. Comme vous savez, c'est une école qui a un grand succès en termes d'avoir des élèves qui ont diplômé et qui ont de grands succès. Et par exemple, je connais 2 professeurs qui fonctionnent dans notre université et qui ont la connaissance, qui ont très bonne connaissance de français et grâce à laquelle elles ont eu ce genre de connaissances à l'école. Et malheureusement, pendant les années d'école, honnêtement, je n'étais pas doué à apprendre le français et je ne prenais pas toujours des bonnes notes. Mais je connais plusieurs personnes qui ont de grands succès, qui sont populaires, qui ont appris le français et aujourd'hui qui travaillent dans différents secteurs de notre pays et non seulement de notre pays mais à l'étranger aussi. Mais franchement, entre nous, on dit toujours que les garçons ils sont plus forts, par exemple en sciences comme les maths, et c'est pourquoi c'est très rare de voir beaucoup de garçons à la faculté de la philologie. Oui. On dit peut-être que l'apprentissage des langues étrangères, c'est pas vraiment un métier pour un garçon, mais quand même, vous, devant nous, vous êtes un bon exemple qui a bien réussi dans sa vie professionnelle. Oui, merci. Et pourquoi avez-vous choisi alors l'Université nationale? Elle était déjà à proximité de votre maison. Oui, c'est la raison. En fait, je l'ai choisi par hasard. J'ai pris mes documents et je suis sorti de la maison et j'attendais le bus. J'avais 2 choix en fait. Je voudrais postuler à l'Université des études orientales ou bien à l'Université nationale. Et j'attendais le bus. Lequel serait le premier? Je vais aller. Et le premier, c'était le bus qui allait à l'Université nationale. Comme ça, je suis allé à l'université et à l'agence d'admission et j'ai donné tous les papiers qu'on m'avait demandé. Comme ça, j'ai postulé. Alors, tout est par hasard dans votre vie? Oui. Quelqu'un peut dire que c'est par hasard ou quelqu'un peut dire que c'est le destin. Ouais. En fait, après l'examen, je suis allé pour vérifier j'ai réussi d'entrer ou pas. Je suis venu devant le tableau des listes. Je regardais la liste des étudiants qui ont entré dans le cadre de contrat. Oui.
j'ai pas pu trouver mon nom. J'étais très stressé. Je me suis un peu promené et après je suis revenu devant la table et je regarde. Je peux pas trouver mon nom. Et après, je regarde la liste où les personnes n'ont pas réussi d'entrer. Je regarde, mais je ne suis pas dans sa liste. Je suis étonné et je demandais de l'agence d'admission. Et ils m'ont montré que j'étais... Parmi les boursiers. Oui, parmi les boursiers, ouais. Et c'était une grande joie pour ma famille, vous savez, parce que dans ces moments-là, vous savez bien que entrer dans une université, c'était très difficile à cause de corruption, à cause de ce genre de choses. Et même si vous avez un très bon bagage de connaissances, vous ne pourriez pas peut-être entrer dans une université. Ouais, je me rappelle très bien ce moment parce que moi aussi, j'ai postulé, j'ai fait mes études à l'Université nationale, à la même faculté que notre invité. Et quand on a annoncé les résultats, parce que je ne me rappelle plus combien de personnes ont passé les examens pour être admis, mais quand j'ai vu aussi mon nom de famille, j'étais la première, je n'y croyais pas. Et bien sûr, c'était un grand bonheur pour toute ma famille, mes parents, mes grands-parents qui sont déjà malheureusement décédés, ils étaient très fiers de moi. Parce que même malgré qu'après on dit que voilà, tu es boursier, après il te faudra faire travailler dans une entreprise d'État durant 3 ans, parce que vu que c'est l'État qui a investi dans ton enseignement, tu dois rembourser, disons comme ça. Mais à vrai dire, en nos jours, il y a tant de choix pour choisir un établissement d'État, et 3 ans, c'est pas assez long pour eux. Oui, oui. En fait, c'est plus cher de payer 4 ans d'études à l'université que travailler après 3 ans Oui, vous avez raison. à l'Institut d'État. Et après, on sait aussi que déjà à la 3e année, vous êtes devenu boursier. C'est quoi comme la bourse nommée à Chernavoï? Oui. C'est pour la première fois que j'entends de cette bourse. Oui. Alors, après c'est pas la bourse littéraire? Ah non, c'est pas le bourse, c'est le bourse gouvernementale en fait. Après l'étude, à la moitié de premier semestre de première année d'universitaire, notre professeur Gulassal Rafiva nous a proposé de traduire une nouvelle et nous avons commencé de le traduire pendant les cours. Mais en fait, mes camarades de groupe, ils en avaient des difficultés pour le traduire et on a laissé ce genre d'exercice, mais je pensais de le traduire en écrite. Et pendant les vacances d'hiver, j'ai décidé de le traduire jusqu'au bout. Et ça fait environ 35-40 pages. Et après, j'ai dit aux mes professeurs que j'ai traduit toutes ces nouvelles. Et ils m'ont dit que je dois présenter ces traductions à notre chef du département, Raïma Shirinova, qui était chef du département à cette époque-là, mais qui est vice-rectrice en ce moment. Elle a regardé ma traduction et elle a dit que j'ai quelques talents de traduction. Et elle m'a donné quelques conseils. Elle m'a proposé quelques théories pour qu'on puisse traduire correctement. Et comme ça, j'ai fait la connaissance avec elle. Et pendant les vacances d'été, elle m'a proposé de traduire une autre nouvelle et nous avons travaillé ensemble. Comme ça, je suis devenu son élève. Et pendant 1 an, nous avons travaillé sur divers exercices, sur divers articles scientifiques. Et à la fin de laquelle elle m'a proposé de postuler à ma candidature en tant qu'étudiant de 2e année pour la bourse de gouvernement. Comme vous savez, il y a différents types de bourses gouvernementales. Ce sont nommés de Ali Chernavoï, de Islam Karimov et de président. Et il y en a d'autres aussi. Et pour les étudiants qui font ces études dans les filières de philologie, de la traduction, de la littérature, ils peuvent postuler pour la bourse nommée Ali Chernavoï. Et j'ai postulé.
Et après 2 mois, j'ai reçu le SMS disant que j'ai gagné, je l'ai gagné. Et on m'a demandé comment vous avez postulé. Alors, j'ai postulé avec mes gros papiers. On avait écrit environ 10 articles et j'ai participé dans un projet de la Société d'amitié Ouzbékistan-France. Dans laquelle j'étais spécialiste pour élaborer un dictionnaire mobile, dictionnaire électronique. Et grâce à ces activités, j'ai pu recevoir cette bourse. Et qu'est-ce que ça vous donnait cette bourse? D'accord. Grâce à cette bourse, j'ai réussi d'entrer au master sans aucun examen sur la base de budget. Ah oui, super. Ouais, c'est super. Et ça vous a trop aidé. Et la traduction que vous avez faite, c'était du français vers Du français, oui, du français en ouzbek. En ouzbek. Oui. Et vice-versa, ou non? Non. Que du français. Oui. C'est un peu difficile, vous savez. Et les articles, de quoi s'agissait dans ces articles que vous avez traduits? Dans les articles qu'on avait écrits, dédiés à la linguistique, à la philologie et à la tradition. Voilà. Super. Et on sait aussi que vous avez l'occasion de faire vos études à l'Université de France sur la mobilité académique. Ça a été dans la ville de Tours. Oui. Parlez-nous en plus en détail, s'il vous plaît. D'accord. L'année dernière, quand j'étais en 2e année de master, notre vice-rectrice, Raïma Chiniva, nous a proposé d'aller en France, à l'Université de Tours, dans le cadre de mobilité académique. Et j'ai été choisi parmi quelques étudiants. Et pour ma connaissance de français et pour mes notes, pour les bonnes notes que j'ai eues pendant les études, j'ai réussi d'aller en France. Donc, notre séjour s'est duré 5 mois, de janvier jusqu'à fin mai de 2022. C'était une expérience très inoubliable parce que moi-même, j'ai rencontré beaucoup de personnes de différentes nationalités et j'ai fait beaucoup d'amis. Et j'ai appris des méthodes qu'on ne donne pas, qu'on n'enseigne pas en Ouzbékistan. Ouais, c'est pourquoi je pense que c'était vraiment une expérience inoubliable et exceptionnelle. Et même pour vous, j'imagine que c'était pour la première fois que vous êtes parti à l'étranger. Oui, c'était la première fois. Et vous étiez logé dans la résidence universitaire avec d'autres participants? Oui, avec d'autres participants, oui. Et qui venaient de tous les coins du monde entier, j'imagine. Oui. Et même c'était vu que à ce moment-là, vous étiez seulement en 2e année? Non, en première année de master. Ah, déjà en première année de master. Oui. Et parlez-nous s'il vous plaît un peu de la ville de Tours, parce que on connaît très bien les villes principales de la France, mais Tours peut-être n'est pas tellement connue. Je pense que pas tout le monde connaît cette ville parce qu'il n'est pas très grande, mais je vais exprimer. Je voulais dire que cette ville, elle est très aristocratique et qui a conservé ses monuments historiques, sa beauté et la Loire. La rivière la Loire, il est très populaire. Et à Tours, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont vraiment aristocrates et qui ont gardé leur vrai mode de vie de française, je voudrais dire. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent de différentes parties du monde. Par exemple, j'ai rencontré une Coréenne,
un Brésilien, un Américain. Avec eux, j'ai fait d'amitié. Et pour moi, c'était inattendu, en fait, pour un Ouzbek. Ouais. Ouais. Mais pour pareil également, je crois que c'est pour la première fois quand ils ont croisé un étudiant qui vient de l'Ouzbékistan. Quand on dit à l'étranger que d'où tu viens, Ouzbékistan, ça leur fait un peu pareil à tous les pays qui finissent par stan. Et Ouais. j'imagine qu'il était aussi, ses filles étaient très étonnées de croiser un garçon ouzbek qui Ouais, parle ouais, vous tellement avez bien raison. français. Ouais. Hmm? Ouais. Et dans le cadre de votre stage, à part la ville de Tours où vous avez résidé, vous avez eu la possibilité d'aller voir d'autres villes de France? Oui, bien sûr. J'ai voyagé vers toute la France, je dirais. Parce que Tours, géographiquement, c'est où? Au sud, nord? C'est au centre. Ah, au centre. Au centre. Ça veut dire que vous avez l'accès pour toutes les villes de France. J'ai visité Bordeaux et Marseille, qui sont connus avec avec ce beau paysage, avec ces beaux monuments historiques. Et quand j'étais petite, j'adorais regarder le film Taxi. Et je suis allée à Marseille pour regarder des places où on avait pris ce film. Ouais. Ouais. Et j'ai visité sûrement Paris aussi. Et c'est pas à Marseille que vous avez pour la première fois la mer? Oui. Oui. Voilà, pareil. Ouais. Et vous êtes en train de travailler sur votre thèse? Non, je l'ai déjà fini. Ah oui, vous l'avez fini. Oui. Et quel était le sujet? Donc le thème était intitulé à la métamorphose dans la traduction des textes littéraires franco-ouzbeks. Je pense que tout le monde connaît le phénomène métamorphose de la biologie. Parce que vous savez bien que dans la biologie, le phénomène métamorphose est expliqué par un changement, d'un être plus reconnaissable. Par exemple, c'est la transformation de chenilles ou de papillons. Comment ils deviennent de petites choses, ils deviennent un grand papillon. Mais nous avons inséré ce phénomène à la traduction, à la science de traduction. Comment? En analysant des études scientifiques menées sur la métamorphose, nous avons révélé que plusieurs scientifiques ont mené la recherche sur la transformation, sur le changement d'un état. Par exemple, il y avait des recherches en biologie, sûrement, en architecture, en politique, en art et en philosophie aussi. Et nous avons vu une recherche sur la filière de la littérature où on avait regardé sur le point de littérature. Mais dans notre recherche, nous avons essayé de montrer la partie de métamorphose, du phénomène métamorphose, de traduction. Par exemple, nous avons pris le conte de fées qui est populaire de Charles Perrault, La mer de l'œil, de l'oie. Il y avait une phrase. Le roi a fait un beau baptême. On a traduit, un auteur ouzbek a traduit cette phrase comme Beşiktaş'a. Mais vous savez que le baptême et Beşiktaş'a, c'est tout différent. C'est pas la circoncision. Oui. Et ça provoque une distorsion dans la mentalité de lecteur. C'est pourquoi c'est pas quelque chose qu'on peut laisser. Nous avons fait la recherche, c'est pourquoi, et nous avons proposé quelques conseils pour éviter ce genre de faute. À mon avis, il ne faut pas traduire des phrases
mot à mot. Oui. Et il faut garder la réalité dans la langue cible. Il ne faut pas, il faut l'introduire dans la langue traduite. Donc, comme ça, on ne va pas avoir des erreurs de traduction. Malentendu. Oui, oui. Oui, c'est très intéressant. Malgré que vous avez fait vos études supérieures à la faculté de la philologie, vous avez décidé de terminer quand même votre master dans la traduction. Oui. Je crois que c'est grâce à votre professeur et tuteur universitaire. Oui, oui, oui. Et ça vous plaît? Oui, bien sûr. Et quand vous avez séjourné en France, quel aspect vous avez plus choqué, mais pas dans le sens péjoratif, plutôt dans le sens culturel? Parce que la France, l'Ouzbékistan, c'est pas la même culture. Oui, vous avez raison. En fait, en tant que j'avais étudié plusieurs choses sur la culture, sur la mode de vie des Français, j'étais pas en fait choqué par leur culture, mais une seule chose qui m'a choqué, c'était la paperasse. C'est la bureaucratie française, qui est très 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 dure. Et je l'ai trouvé vraiment difficile parce que si vous allez quelque part pour avoir une petite papier, vous devez entrer ou vous devez demander de plusieurs personnes. Et je pensais qu'en Europe et en France aussi, ce genre de choses ont été simplifiées. Mais ce n'était pas comme ça. Non, la bureaucratie, elle est présente partout. Et si on vous propose de vivre en France, ça vaut, comment dirais-je, choisir quelle ville ou quel pays? Avant d'aller en France, je rêvais de vivre là-bas jusqu'au bout. Mais en fait, après visiter la France, j'ai décidé que en fait, c'est un peu dur de vivre en France, mais vous pouvez vivre pendant 3 ou 4 ans parce que vous savez, en France, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, le développement est un peu stable, la mode de vie ne continue pas de développer. Et c'est pourquoi je ne pense pas vivre en France. Voilà. Mais j'aimerais vivre dans une ville historique. Ouais. Mais la France, je crois que presque toutes les villes de la France sont des villes historiques qui sont très connues par son héritage culturel. Ouais. Mais on dit aussi que c'est très facile quand tu y vas étant comme touriste. Quand tu passes 1 mois, peut-être 6 mois, mais après, si tu décides de rester étant comme résident là-bas, c'est une autre chose. Oui. Il ne faut pas les confondre. Et on sait aussi que vous avez organisé une école d'été. C'était pour qui? Pour quelles raisons? Linguistique, l'école. Oui. Ça fait 2 mois déjà. On avait organisé une école d'été intitulée Les valeurs culturelles et linguistiques dans la route de la soie. Et nous avons invité plusieurs étudiants pour participer dans notre école d'été. Et il y avait 16 participants qui venaient de différentes parties du monde. Par exemple, il y avait des étudiants de Corée du Sud, de la Chine, de Grande-Bretagne, de la France, de Pologne, de la Russie. Et comme j'ai déjà mentionné, quand j'étais en France, j'avais fait des amis et ils ont s'intéressé à visiter en Ouzbékistan. Et à cette occasion-là, je les ai invités pour participer dans cette école. Et 2 étudiants ils ont venu à Tachkent, en Ouzbékistan, et ils ont voyagé vers toutes les villes d'Ouzbékistan. Et il y avait d'autres étudiants qui ne connaissaient pas du tout l'Ouzbékistan et qui ont voulu de découvrir ce beau pays. Donc, en ce qui concerne l'école d'été, il s'est duré 10 jours.
Et pendant 10 jours, nous avons présenté l'histoire de l'Ouzbékistan, la culture, l'art, tout ce qui concerne de l'Ouzbékistan. Et nous avons amené dans les montagnes de Charvak et nous avons dédié un jour pour le Samarcande où ils ont découvert ses beautés, ses monuments historiques et ils ont compris que l'Ouzbékistan est un pays qui est riche en termes de l'histoire et ils ont aimé ce pays. Du coup, votre école d'hôtel était plutôt dédiée aux élèves ouzbeks ou aux élèves étrangers? Aux élèves étrangers. Ah ouais. Oui, bien sûr, oui. Et quels sont vos projets du futur? En ce moment, j'apprends l'anglais pour aller aux États-Unis pour apprendre, pour refaire le master. Et dans le futur, je pense à travailler dans une organisation très populaire, je pense, dans une organisation des Nations Unies. C'est pourquoi en ce moment je travaille, j'essaie d'enrichir mes connaissances en relations internationales en travaillant au département des relations internationales. Et vu que vous connaissez déjà le français et l'anglais, ça vous donnera de grandes opportunités dans le récit. Un jour, vous allez commencer à travailler à l'ONU. Voilà. On vous souhaite un bon courage, de la réussite. Et juste vite fait, on ne peut pas vous laisser partir sans répondre à notre question du jour. Quel est le monument de Paris le plus ancien? C'est le Palais des Invalides, l'obélisque sur la place de Concorde ou le Panthéon? Je pense que c'est le Panthéon. C'est le Panthéon. Oui, si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Et chers téléspectateurs, je vous rappelle que notre invité, c'était Olijan Aripov, spécialiste du développement stratégique et de classement international à l'Université nationale de l'Ouzbékistan. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être invité. Voilà, de la chance, de la réussite et continuez à aller jusqu'au bout.